Bonjour à tous, ici Nva et Tunave pour Entre Rôlistes, et le Japon féodal et la mythologie japonaise m'ont toujours fasciné. Des samouraïs et yokai en passant par les kami et autres légendes, c'est un univers qui est au final assez peu représenté dans le milieu du jeu de rôle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis content de pouvoir vous présenter l'Empire des Cerisiers, un jeu de rôle qui se déroule dans un monde fantastique mais très fortement inspiré du Japon féodal et de sa mythologie. Alors, qu'est-ce que ça vaut? Est-ce que l'approche atmosphère est réussie? Eh bien, on va voir ça ensemble. Mais avant de commencer, toujours et comme d'habitude, un grand merci à tous ceux qui nous suivent et bien, si jamais ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, cliquer sur la cloche et faire tout le reste. Et maintenant, sans plus attendre, passons à la revue. L'Empire des Cerisiers est un jeu de rôle écrit et aussi illustré par l'artiste et créateur français Olivier Sanfilippo, et le jeu est lui édité par Arkham Asylum. Immédiatement, on est accueilli par de superbes illustrations, et tout ça, ça va poser directement une ambiance mythique, voire même onirique. Et pour moi, ça va être là le cœur de ce projet et son attrait principal. Ça va être son univers et son ambiance. Il va nous être décrit en long, large et en travers dans les 200 premières pages du livre sur 300. On va avoir une description du mythe de la genèse de cet univers, comment les kami, donc des êtres divins, ont créé les trois royaumes, les dates clés de l'histoire avec un grand âge du monde, ainsi que de nombreuses factions qui y habitent. D'ailleurs, vous l'avez remarqué, mais l'Empire des Cerisiers n'est absolument pas un jeu historique, et ça je le répète, car si l'influence japonaise est certaine, c'est avant tout une œuvre de fantasy. Les esprits et dieux sont bien réels et se côtoient dans les royaumes humains. C'est un choix intéressant de l'auteur, car en s'affranchissant de toute réalité historique, ça lui donne une marge de manœuvre beaucoup plus large pour pouvoir créer tout ce qu'il a envie. Tout cela me renvoie beaucoup à l'atmosphère qu'on peut trouver dans certains films de Ghibli, comme Princesse Mononoke, ou même Le Voyage de Chihiro. D'ailleurs, un petit point qui m'a vraiment impressionné, c'est que tous les détails donnés sur la vie courante, les différentes traditions, habillement, rituels de politesse, importance de la pureté dans la culture, sont impressionnants de justesse. Alors, je ne suis pas non plus un spécialiste, mais je pense que le doctorat en histoire de l'auteur y est pour quelque chose, parce qu'on sent bien que l'auteur connaît très très bien son sujet, et ça permet de vraiment ancrer l'œuvre et le monde dans une réalité assez solide, ou au moins une plausibilité. Parce que là, on va avoir le droit à une description détaillée d'à peu près tout, en passant, comme je le disais, par les vêtements, les moyens de voyager, mais aussi même les différents arseniques, et vraiment plein d'autres choses. Et c'est ici que je vais déjà émettre une première toute petite réserve. Alors, c'est très personnel et pas forcément négatif, mais quand on a un univers qui est aussi précis et aussi complet, il peut parfois être intimidant de tenter de se l'approprier, de peur de casser des rouages bien huilés en introduisant un élément narratif qui n'aurait pas sa place ici. C'est quelque chose que je ressens aussi quand je joue dans des jeux de rôle qui se déroulent dans des univers bien connus, comme par exemple celui du Seigneur des Anneaux ou bien Warhammer. Donc encore une fois, c'est pas forcément très négatif, mais je voulais simplement faire cette petite remarque. Et encore une fois, je suis vraiment impressionné par la versatilité de l'auteur, qui a aussi créé des dizaines de cartes pour chaque lieu important de son univers, de la capitale bien évidemment, mais aussi de temples ou toute autre ville notable. C'est vraiment un boulot qui est vraiment super impressionnant, avec pour chaque lieu des personnages clés, des historiques et tout un tas d'indices pour comment démarrer des scénarios là-dedans. Et toujours, on va baigner dans cette même ambiance mythologique, avec des illustrations sublimes, un peu entre l'aquarelle et les estampes japonaises. Donc, c'est vraiment un travail de fou. Et bien sûr, pour peupler tout ça, on a ensuite une présentation de quelques-unes des nombreuses factions qui composent l'univers de l'Empire des Cerisiers. Humaines, bien sûr, mais aussi les Mononoke, donc les esprits yokai, ou les monstres qui peuplent ce jeu. Donc ouais, ça fait beaucoup de contenu. Et si ça ne vous suffit pas, vous êtes vraiment compliqué, eh bien dans ce cas, vous avez le premier supplément, donc les chroniques de Sakurajin, Sakurajin Nendaiki, qui va présenter ici encore plus de contenu. On a ici 200 pages centrées sur la capitale, avec des personnages, des factions, des lieux, des cartes, etc. Donc, il y a masse de trucs à faire. Mais l'Empire des Cerisiers, ce n'est pas que un univers, c'est aussi un système de jeu personnalisé. Et qu'est-ce que ça donne? Eh bien, on va voir ça ensemble. Pour commencer, le jeu va utiliser un système de résolution avec 2d6 plus modificateur, contre une difficulté allant de 8 pour le facile à 28 pour les tests les plus compliqués. Quant au modificateur, ici, il n'y a pas de stats préétablis, mais à la place, il y a des champs. Et ça va être là au cœur du système, puisque un champ, c'est un descripteur, qui est plus ou moins ouvert, qui va représenter un ensemble de compétences apprises au long d'une vie. Par exemple, on va avoir administrateur, dueliste, bushi, donc c'est l'équivalent d'un soldat, chaman, etc. Et on va ajouter à ça une spécialisation, donc ça va être un aspect plus précis d'une discipline, comme par exemple épée, étiquette, mensonge ou bien encore diététique.
Et ensuite, pour aller plus loin dans la personnalisation du personnage, on va aussi avoir des avantages qui eux vont être des descriptions, ou un trait physique ou bien de caractère qui va lui aussi modifier le jet de dés. Et pour finir, on va avoir une voix qui elle va représenter une philosophie ou une moralité du personnage. Et c'est donc avec un mélange de tous ces éléments-là qu'on va créer notre personnage pour l'Empire des Cerisiers. Tout ça offre une grande liberté d'un point de vue narration, puisque là il n'y a quasiment aucune limite à la création de votre personnage. Par contre, ça peut être compliqué de créer des champs qui ne soient ni trop larges ni trop petits. Par exemple, est-ce que je devrais prendre guerrier ou bien épéiste? Puisque guerrier va avoir un champ d'application plus large, on peut rajouter tout ça à l'art de la guerre, différentes armes, alors que épéiste va se cantonner à juste les épées. Mais heureusement, le livre va offrir une liste déjà faite de tout un tas de spécialisations, d'avantages ou tout simplement de champs. Et tous ces éléments-là vont encourager un style de jeu très narratif, puisqu'ici vous n'avez pas une simple feuille de stats, mais vous avez bien un personnage. Et ce n'est pas fini, parce que pour aller plus loin dans la personnalisation du personnage, on a aussi un système de création de techniques et même de sortilèges. Parce que forcément, les techniques secrètes et autres coups spéciaux sont un grand classique des mangas et animés japonais, surtout les shonen. Et dans l'Empire des Cerisiers, il n'y a pas de technique préfaite. À la place, on va avoir un tableau de création qui va permettre de créer ses propres techniques. Tous les paramètres d'une technique, donc portée, durée, nombre de dégâts, etc., vont coûter un certain nombre de points de puissance, qui vont déterminer ensuite la difficulté à battre pour pouvoir utiliser cette technique. Donc avec ça, vous allez pouvoir vous créer votre propre Rasengan ou Onigiri. Et pour la magie, on va avoir un système qui va être similaire, avec une table, là encore qui va proposer de régler tous les différents paramètres d'un sort, en échange d'un niveau de puissance qui va être la difficulté à battre pour pouvoir lancer ce sort. Donc là encore, c'est une vision qui va être très ouverte et personnalisable, et ça vous permet de créer votre personnage sur mesure. Alors sur le papier, ça sonne pas mal, mais ça va rajouter un côté crunchy ou simulationniste qui clash un petit peu avec le reste du livre, qui est lui plutôt du côté de la narration, puisque lorsque de la création de leur technique, eh bien les joueurs vont devoir passer pas mal de temps à bien comprendre les paramètres, sélectionner ce qu'il faut, faire une analyse de lequel va mieux marcher pour eux, et pour moi ça va être un frein à l'immersion, et je me demande si avoir des techniques toutes faites, ça n'aurait pas été plus pratique. Donc voilà, c'est pas forcément très négatif, mais ça va être un point qui peut être, comme je le disais, un frein pour les joueurs pour rentrer dans le jeu. Et pour le combat, il n'y a pas de règle vraiment particulière, donc sinon que le nombre d'actions est dépendant du champ le plus élevé du combattant. Plus un combattant a un champ élevé, et plus il a un nombre important d'actions. Sinon après, on va avoir un système d'initiative, un système d'attaque et de défense, mais tous vont être résolus avec un jet de dés, comme un autre qui va être 2d6 plus un champ plus une spécialisation. Après ça, les dégâts accumulés peuvent aussi occasionner des blessures, qui vont elles ajouter un malus à toutes les actions. Donc oui, donc là il y a vraiment pas grand chose de très spécifique, et je pense que ça peut bien marcher. Et bien sûr, pour accompagner tout ça, il y a un arsenal d'armes et armures, et toutes qui vont rester dans le thème Japon féodal, à la disposition des joueurs. Et en parlant d'arsenal, je tenais à préciser un tout petit truc, c'est qu'il y a la présence d'armures sacrées. Donc les armures sacrées, ce sont des armures magiques qui peuvent aller jusqu'à une taille de 5 mètres de hauteur. Donc c'est pas du Gundam, mais on s'en approche, et moi ça me fait plaisir ce genre d'objet. Et pour finir, le livre va offrir une petite section qui va être dédiée à la meneuse. Donc là, avec tout un tas d'aides de comment jouer, de comment présenter l'univers, de comment mener une partie, quel genre de partie vous voulez mener, et tout un tas d'autres conseils. Donc, comme toujours, c'est bienvenu, surtout qu'à la fin, il y a aussi un petit scénario pour démarrer dans l'Empire des Cerisiers. Donc en conclusion, qu'est-ce que ça donne l'Empire des Cerisiers? Eh bien tout d'abord, c'est un superbe objet, les illustrations sont magnifiques et on rentre immédiatement dans l'atmosphère qui est suggérée par le livre. C'est aussi un régal de worldbuilding, donc l'univers est vraiment au cœur de ce projet et il est présenté avec une masse de contenu, d'informations et de descriptions que rien que pour l'univers, ça vaut le coup d'acheter ce bouquin. Après, au niveau système de jeu, c'est là où je serais un peu plus critique, puisque là, même si ça marche, ça j'en suis persuadé, il n'y a rien de vraiment très excitant, et même la création de nouvelles techniques et de nouvelles magies, ça ne suffit pas à vraiment faire ressortir le système, donc la mécanique du jeu en elle-même. En tout cas, si l'ambiance du Japon mythique vous intéresse, je dirais que cet ouvrage est pour vous, et même je dirais, rien que pour le worldbuilding, ça vaut le coup. Et voilà, c'était l'Empire des Cerisiers, merci encore d'avoir regardé cette vidéo, et il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée, bon jeu, et à la prochaine. Ciao!